Bien, bonjour à tous et bienvenue pour notre workshop IQ. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vous partager les nouveautés qui viennent d'être annoncées autour de la 5.2. Donc, pour faire déjà une présentation, je suis Xavier Stern, en charge du territoire francophone. Je suis accompagné de Christophe Absalon. Bonjour à tous, son binôme sur la partie technique. Et caché que vous n'entendez pas, vous avez Laura, qui est la personne qui nous suit au niveau du marketing et qui organise cet événement aujourd'hui, qu'on remercie fortement. Merci Laura. Donc, pour resituer un tout petit peu IQ, déjà pour vous redonner une vision de ce que fait aujourd'hui l'entreprise. Aujourd'hui, IQ, donc on est une société américaine, on est basé à Boston. C'est là où il y a le headquarter, mais par contre, on a la particularité d'avoir l'ensemble de nos équipes d'ingénieurs qui sont en Slovénie, donc en Europe. Ça va être très intéressant pour nous dans notre zone Europe, dans le sens qu'on a accès au plus haut niveau, dans les mêmes créneaux horaires que nous. Voilà, ça c'est le point numéro un. L'autre point important, c'est qu'effectivement, on est très attaché à la qualité de notre service, c'est-à-dire de maintenir un NPS score à plus de 91 qui aujourd'hui est maintenu depuis la création. C'est-à-dire, enfin, en tout cas, pour nous, avec Christophe, ça fait maintenant bientôt 7 ans qu'on est présent et le niveau est maintenu au plus haut, c'est-à-dire vous permettre en fait d'avoir un vrai retour de qualité. Nos investisseurs sont soit financiers, type Ben ou Accru, ou aussi des investisseurs technologiques en fait qui nous ont accompagnés par rapport au côté visionnaire d'IQ sur son côté justement, et on va le voir aujourd'hui autour du multi-cloud, du multi-SaaS. Donc ça, c'est des gens comme Atlassian, comme Okta, comme Cisco qui ont rejoint IQ ces dernières années. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on est reconnu effectivement comme visionnaire, on est reconnu comme partenaire de l'année. On vient encore récemment, là, c'était la semaine dernière, Christophe a obtenu le prix de la Solution rédaction backup. de la Ouais. solution de backup de l'année vis-à-vis de l'informaticien. Voilà. Donc globalement, c'est intéressant, c'est que chaque année, IQ est reconnu de plus en plus comme un acteur important de dernière génération et qui apporte vraiment des produits différenciants sur le marché. Alors, comment ça se traduit, ces produits différenciants? Euh, Ce qui est intéressant, c'est que globalement, IQ, pour ceux qui nous connaissent depuis l'origine, en fait, on nous connaît que sur l'environnement Nutanix. Mais ce qui est important, c'est que IQ a su évoluer de la même façon qu'on a été sur Nutanix, parce qu'aujourd'hui, il n'y avait personne sur le marché à ce moment-là, capable de couvrir les besoins d'HV, mais surtout l'ensemble des fonctionnalités Nutanix. On a fait la même chose dans le cloud, autour de Google, pour couvrir non pas seulement les VM, les instances que vous allez mettre dans Google, mais aussi tous les services que vous allez utiliser dans le cloud. Et ça, on l'a reproduit de la même façon pour les autres environnements, comme Azure, comme AWS. Et enfin, le dernier sujet qu'on va traiter aujourd'hui, qui est important pour nous, hein, c'est de, de travailler la sauvegarde des différents environnements SaaS. Donc ça commence effectivement au début avec les produits traditionnels comme les outils collaboratifs aujourd'hui que vous allez retrouver, hein, c'est-à-dire aussi bien M365 que Google Workspace, effectivement, mais surtout en se rendant compte qu'aujourd'hui, il y a plus de 20 000 applications SaaS et qu'aujourd'hui, en fait, toutes n'ont pas de sauvegarde. Donc ça, c'est quelque chose d'important qui nous permet aujourd'hui d'avoir une offre vraiment complète. Donc, si on fait une projection sur l'ensemble en fait de ce qu'aujourd'hui va couvrir IQ, on va bien voir qu'aujourd'hui IQ couvre un environnement on-premise qui couvre pas seulement Nutanix, et Christophe va rentrer dans le détail, des environnements aussi bien VMware que d'autres hyperviseurs. Donc ça, c'est important par rapport à ça. Une offre complète dans le monde du multi-cloud. Et de nouveau, c'est pas seulement couvrir les instances qui sont dans GCP ou dans Azure en AWS, mais les services qui sont autour. Et enfin, aujourd'hui, plus de 80 applications dans le monde SaaS. C'est, je me positionne en tant que vraiment leader sur ce marché-là, hein, parce qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de vous dire, OK, vous allez avoir besoin de sauvegarder votre environnement collaboratif, mais souvent, vous allez peut-être avoir un produit de développement à côté, vous allez avoir un produit de productivité qui sera utilisé par vos services marketing. Et l'idée, c'est d'avoir une solution multi-SaaS capable de protéger en fait l'ensemble de vos différents environnements. C'est ça l'approche d'IQ. Et ce qui va être intéressant, c'est comment on va pouvoir vous aider sur l'ensemble de ces différents événements. Et n'oubliez pas, hein, c'est pas parce que vous avez choisi une solution X pour sauvegarder votre environnement historique, VMware par exemple, que les environnements SaaS, vous allez peut-être besoin d'avoir une solution capable de avoir ce raisonnement-là qui correspond à votre stratégie à vous de développer de plus en plus de SaaS dans votre entreprise.
Alors maintenant, si on s'intéresse au premier sujet, donc ceux qui ne connaissent pas dans l'environnement Nutanix, petit rappel, hein, IQ protège l'ensemble des fonctionnalités des environnements Nutanix. Donc on a beau être challengé tous les jours, aujourd'hui IQ est la solution qui couvre le plus d'environnements et de fonctionnalités Nutanix. C'est un choix qu'on a fait à l'origine avec un développement que Nutanix utilise notre solution. Mais ce qui est intéressant, c'est quand on regarde la roadmap, mais surtout l'évolution en fait de Nutanix. On voit bien que IQ accompagne chaque quarter, chaque trimestre, chaque année l'intégration des nouvelles fonctionnalités Nutanix qui vous sont proposées pour vos environnements. Donc ça, c'est un choix qu'on a fait, c'est-à-dire de préserver Nutanix comme acteur majeur en fait autour du monde on-premise et autour du monde cloud privé. Ça, c'est un point très important. Et pour rappel, hein, la simplicité IQ, c'est juste une VM. Vous installez ça simplement dans un environnement AHV, mais également dans un environnement VMware, dans d'autres hyperviseurs, mais je ne veux pas faire vous allons faire l'annonce avant que Christophe vous l'annonce juste après. D'autres hyperviseurs encore maintenant disponibles au catalogue. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez installé cette VM, vous avez juste à choisir en fait votre repository. Aujourd'hui, pour rappel, hein, iSCSI, S3, SMB, NFS, DDBoost, qui a été intégré il y a maintenant un an pour aller directement dans les environnements d'Atomen. Le choix d'aller directement dans le cloud, ça, c'est complètement intégré dans la solution. Et ce qui va être intéressant, et on va le voir aujourd'hui, c'est on va apporter des éléments et des dashboards de cybersécurité pour justement correspondre aujourd'hui à cette attente qui est de pouvoir visualiser en fait ce qui se passe au sein de mes environnements virtuels qui sont protégés par IQ. Donc ça, c'est l'approche complètement qu'on va voir. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser la main à Christophe. Comme ça, il va pouvoir vous expliquer les nouveautés technologiques qui sont apparues au sein de la 5.2. Ça me paraît important. Puis après, derrière, bien sûr, il va vous présenter techniquement dans le cadre d'une démonstration. Christophe, je te laisse la main. Merci beaucoup, Xavier. Alors, c'est super, hein, et nous, on est contents, la 5.2, elle est sortie. Elle était attendue par IQ, attendue par des clients. Et c'est vraiment une approche qui a été développée en partenariat avec certains de nos clients en termes de fonctionnalités qui sont sorties. Alors, si on va commencer très simplement, aujourd'hui, IQ, Xavier en a parlé, notre base, c'est Nutanix. C'est là-dessus qu'on est connu depuis plus de 8 ans. C'est là qu'on a vraiment beaucoup de clients, c'est là-dessus qu'on on performe. Et on a dû s'étendre et développer d'autres services. Donc, on a également pas mal de clients sur la partie VMware. Et merci à VMware, depuis maintenant un an, on a des demandes qui se sont diversifiées. Donc, on a eu des demandes de différents acteurs qui nous ont dit, voilà, nous, on réfléchit à changer d'hyperviseur. On a du Nutanix et du VMware, mais on va sûrement garder le Nutanix et remplacer le VMware. On va sûrement rester hétérogène parce que on veut abandonner VMware, mais cependant, on veut autre chose que Nutanix. Ou sinon, des fois, parce que les clients, ils ont des entités dans des petits sites et bah voilà, ils avaient besoin d'un single node, quelque chose comme ça. Donc, IQ, entre la 5.1 et la 5.2, on a beaucoup travaillé. On a ajouté Azure Local. Donc, Azure Local, qui est la solution HCI de Microsoft, qui vous permet d'avoir un cluster HCI de type Azure dans vos environnements on-premise. Donc ça, c'est quelque chose qu'on supporte depuis la 5.1. Et surtout, sur la 5.2, on a terminé le chemin, on a fait le bout d'Hyper-V et on a également sorti Xen. Alors, on a souvent la question, depuis qu'on avait annoncé qu'on allait le faire, de pourquoi vous avez choisi ces hyperviseurs, pourquoi vous n'avez pas choisi d'autres hyperviseurs basés sur du KVM et autres. Bah, très simplement parce qu'il y avait des projets matures sur ces hyperviseurs-là. On a des clients, on a des partenaires qui sont venus nous voir avec des projets matures de transformation et qui nous ont dit, bah voilà, moi, je suis un service provider, j'ai plus de 2000 VM, je veux abandonner VMware, je vais basculer sur Xen. Ok, on a eu des projets matures. Pareil sur Hyper-V, on a des clients qui nous ont expliqué que tous leurs sites robots allaient basculer sur de l'Hyper-V, que c'était des projets matures et que c'était engageant et que ça a été fait. Sur la partie Azure locale, on a des flottes de bateaux qui utilisent aujourd'hui de l'Azure local avec de l'IQ. Il y a également des services étatiques dans certains pays qui utilisent de l'Azure local avec de l'IQ. Donc il y a eu des vrais projets qui ont mené notre engineering à se dire, voilà pourquoi on va d'abord aller sur ces hyperviseurs-là et pas sur d'autres. Ce qui est important, c'est que ça marque une ouverture côté IQ. IQ est conscient de plus en plus, alors nous on avait pris conscience de ça il y a déjà très longtemps, de cette côté hybridation du cloud entre le monde on-premise et le monde, et le monde public.
Par contre, maintenant, on a vraiment une hybridation également qui est en train de se passer sur la partie on-premise et les acteurs ont compris que l'hyperviseur n'a pas tant de valeur ajoutée que ça. Donc, pourquoi pas choisir un hyperviseur plutôt qu'un autre? Donc, les deux nouveaux hyperviseurs qui sont supportés et qui vont vous apporter toutes les fonctionnalités que vous connaissiez déjà dans le monde du on-premise, c'est Hyper-V Xen. Donc, vous allez pouvoir restaurer du fichier, de la VM, du disque et vous allez pouvoir faire bien évidemment des restaurations croisées, restaurer d'un environnement Nutanix vers un Hyper-V, vers un Xen, et ainsi de suite. Toutes les fonctionnalités que vous connaissiez déjà sont reportées sur ces deux produits. Modèle de licence qui reste le même que ce que vous connaissez déjà. Sur la partie base de données, on a également eu du changement. Donc, on a ajouté PostgreSQL. Là, j'ai mis ce qu'on supportait en mode application aware, les plus utilisés. On a d'autres choses, mais j'ai mis les plus utilisés. On a rajouté PostgreSQL. PostgreSQL, très simplement, pourquoi? Il y a de plus en plus de projets de migration de Oracle vers PostgreSQL sur des environnements classiques, sur des environnements 3 tiers, sur des environnements hyper convergés et sur des environnements database as a service. Je rappelle, IQ est aujourd'hui la seule solution à supporter typiquement Nutanix NDB, donc le moteur database as a service de Nutanix. Le moteur database de Nutanix propose le service PostgreSQL et vous propose même du support pour PostgreSQL. Et donc maintenant, on a cette intégration et on va vous donner de la granularité à la restauration de PostgreSQL. Jusque-là, on vous fournissait des exemples de pré-PostScript. Maintenant, c'est intégré par défaut. Vous n'avez plus besoin de mettre de pré-PostScript sur la partie PostgreSQL. Donc, pareil, on a écouté la demande et on s'est dit que celle-ci, il fallait la faire. On est en train de développer d'autres moteurs de base de données qui sortiront sur les prochaines versions. Donc, c'est intéressant, c'est quelque chose à suivre. On refait vraiment une accélération sur cette partie-là, Scope. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, IQ, c'est principalement du Nutanix et du VMware depuis des années avec du Nutanix en grande partie. Et VMware, on le gérait. Ça marche, mais on en avait encore un bout de chemin à faire. Typiquement, nous, on avait optimisé notre modèle en disant on fait que du NVD SSL, c'est plus simple en termes de flux, c'est plus simple en termes de connexion, en termes de déploiement et ainsi de suite. Malgré tout, on a des clients qui ne cessent de grossir. On a maintenant des clients de taille enterprise chez IQ et on avait besoin d'avoir un modèle qui était plus scalable pour des clients de type enterprise. On avait des demandes de performance sur la partie sauvegarde et restore. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a ajouté la partie hot add. Donc, IQ maintenant va pouvoir proposer de faire de la sauvegarde et de la restauration en mode hot add de façon native. Donc, pas besoin d'aller modifier des fichiers de configuration, pas besoin de faire du tuning. Donc, c'est natif. Les taux qu'on a obtenus sont 3 à 4 fois plus rapides sur les premiers tests. Donc, aussi bien en backup qu'en restore. Donc, c'est assez significatif quand on veut optimiser ces fenêtres de sauvegarde. Ça permet de faire de la gestion multi-cluster, encore une fois, en optimisant les flux de sauvegarde et les chemins des flux de sauvegarde. Et ce qu'on a également mis sur la partie VMware maintenant, c'est la capacité de faire de la fast restore. Donc, c'est quelque chose qu'on nous demandait beaucoup. Oui, sur Nutanix, vous avez la fast restore. Sur Nutanix, vous êtes capable de faire de la rétention de snapshot. Quand vous allez proposer ça sur la partie VMware? Alors, ça y est, on le propose sur la partie VMware, que vous ayez du NFS, que vous ayez du VMFS. Il suffit juste d'activer une option. Et si vous activez cette option, on est capable de faire de la rétention de snapshot et donc d'avoir de la fast restore. Alors, ça va être intéressant pour la fast restore, mais pas que. Le fait de dire qu'on sait faire de la rétention de snapshot, ça va également dire qu'on va avoir une autre fonctionnalité qu'on portait sur Nutanix, sur VMware, qui est la fonctionnalité de archive from snapshot. Donc aujourd'hui, quand on fait des archives, le mécanisme par défaut sur un environnement VMware, c'est de relire le backup pour faire une archive mensuelle, hebdomadaire ou annuelle. Grâce à ça, bon, on fait des snapshots et ces snapshots servent à faire également de l'archive. Ça peut être très intéressant si typiquement si vous avez une baie de disque qui n'est pas performante pour stocker vos backups, des fois ça peut ralentir la vitesse des backups. Là, ça ralentit ni la vitesse des backups ni la vitesse des archives. Donc VMware reste un axe sur lequel on continue d'investir parce que bien sûr, on a des clients qui continuent d'investir sur VMware, hein. Il n'y a pas, il y a pas, il y a pas ces grandes évasions dont certains ont parlé. Les gens qui ont du VMware se sont achetés du temps, continuent de se poser des questions. Certains, nous on en a vu, on a accompagné pas mal de projets de migration de VMware vers Nutanix, mais il y a quand même des gens qui restent sur VMware. Alors, autre chose qui est sortie sur les dernières versions, mais qui a vraiment été optimisée sur la 5.2, c'est la sauvegarde des buckets S3. Euh, on a la chance avec Xavier d'avoir participé à certains projets
autour de la sauvegarde des buckets S3. Aujourd'hui, on voit que la technologie S3 n'est plus une technologie uniquement d'archivage, uniquement de backup. C'est également une technologie qui est utilisée en production. Typiquement, moi, je peux parler d'agglomérations de communes qui décident de stocker en ligne toute leur bibliothèque des magazines de la ville sur 30 ans. Et ils se disent, bon, ben voilà, on va mettre à disposition de nos différents citadins tous les différents ouvrages qu'on a eu depuis 30 ans. On va également mettre à disposition des formulaires et ainsi de suite. Et ça se retrouve sur des buckets S3 parce que c'est plus facile pour les développeurs web de faire des liens et ainsi de suite en termes de performance. Le problème qui se pose, c'est que c'est pas sauvegardé. Mettre de la réplication, c'est pas de la sauvegarde, et ainsi de suite. Donc nous, on a de plus en plus de projets, euh, de clients qui viennent nous voir pour dire, voilà, comment je sauvegarde mon S3. Et surtout, le S3, c'est quelque chose qui est très vite volumineux. Donc on a optimisé les performances. Aujourd'hui, IQ a développé un Change Object Tracking qui permet de savoir quel objet a été modifié, ajouté ou supprimé sur les différentes technologies S3. On est capable, juste grâce à une API key, de découvrir les différents buckets attachés sur cette API key. Et bien sûr, comme je l'ai dit, c'est volumineux, on va être capable de faire de la sauvegarde en mode incremental forever. Et on est même capable ensuite de rediriger cette restauration. Je suis capable de backuper un fichier et d'aller le restaurer sur un NAS classique, par exemple. Donc, le S3 prend des lettres de noblesse. Le S3 devient un outil de production et pas uniquement un outil de backup ou d'archivage. Et on se devait de valoriser le S3 à sa juste valeur. Par rapport à tout ce que je viens de vous dire, vous avez compris que IQ étend son champ des possibles. On supporte maintenant 5 hyperviseurs. Quand on n'avait que VMware et Nutanix, c'était assez simple. On avait deux procédures de mise à jour. Une procédure de mise à jour pour Nutanix et une procédure de mise à jour pour VMware. En passant à 5 hyperviseurs et peut-être demain 6, 7, 8, on se devait de simplifier ce process. On ne pouvait pas dire sur Nutanix c'est comme ça, sur VMware c'est comme ça, sur Hyper-V c'est comme ça, sur Azure c'est comme ça, et ainsi de suite. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a simplifié l'expérience utilisateur. Aujourd'hui, vous avez une meilleure expérience utilisateur dans la partie mise à jour. Il y avait déjà une très très bonne expérience utilisateur, hein. Moi, je sais que tous nos clients sont satisfaits de la simplicité de mise à jour d'IQ, hein. Mais là, on a encore simplifié. Aujourd'hui, vous avez trois modes pour faire de la mise à jour de votre appliance IQ. Soit en mode 100% online, donc sur le même modèle que Nutanix One Click Upgrade. Vous allez cliquer, vous allez dire est-ce qu'il y a une mise à jour? Si c'est le cas, IQ va aller télécharger son image tout seul, va tout seul changer le système, faire le reboot et tout. Vous n'avez plus besoin de précharger l'image, de l'uploader, et ainsi de suite. Donc ça, c'est pour les clients qui laissent un accès Internet à la VMIQ. Du coup, la VMIQ a la capacité tout seul de faire ses mises à jour. Bien sûr, à condition que les licences soient OK et que vous soyez en ligne avec votre licence. Cependant, on a quand même écouté nos clients. On avait des clients qui nous disent oui, mais moi, c'est sympa, hein, mais nous, on est en dark side. IQ, on ne lui ouvrira jamais Internet. IQ ne pourra jamais faire quoi que ce soit. Et donc, il faut que ça puisse être mis à jour depuis du dark side. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on vous propose à vous de créer votre repository IQ, d'aller mettre votre image IQ sur ce repository. Et dans ce mode-là, bah, vos différents IQ vont pouvoir se connecter à votre repository DarkSide et vont pouvoir se mettre à jour tout seul. Pareil, c'est IQ qui va aller sur le dark side, qui va récupérer les images, qui va se mettre à jour, qui va faire tout ça. Donc, si vous avez plusieurs IQ, eh ben, ça se gère de la même façon. Et puis, on a des clients qui se disent, bon, nous, on n'est pas en dark side, mais quand même, on aimerait bien pouvoir faire des mises à jour plus simples. Et ben là, on a mis le mode direct. Le mode direct, ça signifie que vous prenez votre image, vous l'uploadez sur la VMIQ, pas sur le cluster Nutanix ou VMware ou Hyper-V ou Azure, directement sur IQ, et IQ fait sa mise à jour. Donc, on n'a plus de dépendance à la sous-couche en termes d'hyperviseur. On n'a plus besoin forcément d'aller chercher l'image et on supporte le mode DarkSide. Et ce qui fait qu'on a une expérience utilisateur, ce que je disais tout à l'heure, unifiée, quelle que soit la plateforme. Donc, on ne se pose plus de questions. Donc ça, c'est une grosse avancée. Vous verrez que la taille du disque d'IQ a un peu changé. Pour faire ça et ainsi de suite, on a un système de switch de partition. Ravi de vous expliquer ça en détail. Alors, si je continue, il y a maintenant un peu plus d'1 an, on a annoncé un partenariat avec Dell. Donc, ce partenariat avec Dell,
il est pas anodin, hein. C'était au .next de Barcelone au mois de mai 2024, si je dis pas de bêtises. Il y a Dell et Nutanix qui réannonçaient leur partenariat. Et par la même occasion, il y a IQ et Dell qui annonçaient un partenariat. Depuis, on a beaucoup accéléré sur la partie data domaine. On a cessé d'ajouter des fonctionnalités pour intégration avec des DBoost, intégration avec Cybervault, intégration avec l'object lock de data domaine. Et puis, une question qu'on avait qui revenait assez souvent, c'était, ouais, mais vous êtes bien, mais aujourd'hui, si je veux faire de la copie, bah, soit c'est de data domaine à data domaine, mais IQ, il n'est pas au courant. Si je veux que IQ soit au courant de la copie, ben, je ne bénéficie pas de l'optimisation data domaine. Et data domaine, ils ont quelque chose qui s'appelle MFR, Manage File Replication. Donc nous, aujourd'hui, on a développé cette intégration. On est très content d'avoir pu faire ça. Et donc, ça veut dire que si vous avez deux data domaines chez vous, eh ben, vous allez pouvoir déclarer ces deux data domaines au sein d'IQ. IQ va savoir qu'il doit avoir un backup sur la primaire et une copie sur la secondaire, donc il enverra l'instruction. Par contre, l'instruction, il n'envoie pas une instruction de copie vers la deuxième data domaine, il envoie une instruction de copie à la première data domaine pour lui dire envoie ton MFR vers la deuxième. Donc vous bénéficiez de tous les avantages qu'on peut imaginer, hein. Optimisation de bande passante, déduplication, Cybervault, on peut mettre pas mal de choses en place par rapport à ça, réduction de la charge de travail sur le serveur IQ, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on est plutôt content. On a des clients qui étaient en attente sur ce service. Ça y est, on l'annonce. Ça marche plutôt bien. J'ai été surpris, moi, des performances, hein, quand je l'ai testé, et c'est quelque chose que je recommande. Sur la partie Dell, il n'y avait pas que ça. Il y a quelque chose également qui est en train de sortir, et pareil, qui est lié à l'annonce qui a été faite au mois de mai 2024. C'est la partie PowerFlex Storage. Donc, il faut savoir que Nutanix est en train de travailler avec Dell et d'autres acteurs pour proposer le fait d'avoir du stockage sur un environnement externe. Donc, on pourrait appeler ça un environnement 2 tiers, qui est au milieu entre le 3 tiers et le HCI. Mais clairement, en fin de compte, votre stockage est indépendant. Donc, Dell travaille là-dessus euh, avec la solution PowerFlex. Et aujourd'hui, IQ, nous, on est super fiers de dire qu'on est les premiers, premièrement, à avoir validé ce design avec Dell et Nutanix. Donc, il y a un design de sauvegarde qui est validé. 100% des fonctionnalités que vous connaissez de IQ seront supportées avec PowerFlex. Donc, tout ce que vous connaissez dans la gestion des snapshots, gestion des backups, gestion des restaurations, on ne perd rien. On a vraiment tout revalidé sur la partie API avec eux. Donc, côté Nutanix et côté Dell. Et donc, ça sera supporté dès les premières baies en production. Donc, on avance. À savoir que Nutanix est en train également de valider d'autres fournisseurs de stockage sur la même technologie, la même approche, je veux dire, et que IQ est également en train de valider ces autres designs. Donc, l'idée, c'est le même que ce que Xavier présentait tout à l'heure quand il a présenté la route de Nutanix, c'est on est toujours là sur cette route à les accompagner dans leur évolution, dans leur variation pour se dire, bah voilà, Nutanix dit que maintenant ils vont fournir des solutions avec un stockage distribué externe, et ben IQ se doit de supporter ce stockage distribué externe et fournir la même qualité de sauvegarde pour accompagner des clients dans le changement. Donc ça, c'est sur la partie Dell PowerFlex de Nutanix. Alors, également, sur cette partie, on va commencer à parler un tout petit peu sécurité. Je voulais rappeler tout ce qui est connexion en termes d'identité à la solution IQ. Alors, ce qu'on entend le plus souvent quand on va parler de sécurité et de connexion, c'est est-ce que je peux me connecter avec mon Active Directory? Donc oui, vous pouvez vous connecter avec votre Active Directory IQ depuis maintenant des années. Je crois que c'est comme ça depuis le début. Mais on a continué de faire évoluer cette solution. Aujourd'hui, il n'y a pas qu'Active Directory. On a de plus en plus de demandes sur la partie Entra ID que l'on supporte. Et on est fiers de supporter cette partie-là. On a des demandes sur la partie Okta qui est vraiment un niveau enterprise pour la gestion des identités, de l'OpenID, du Google ID. C'est les choses qu'on retrouve. On a annoncé deux nouvelles choses. Keycloak, donc Keycloak qui est également une solution d'authentification, et de l'OpenLDAP. Alors OpenLDAP, encore une fois, alignement Nutanix. Donc, Nutanix supporte OpenLDAP. Et on avait des clients qui nous disaient, moi, sur Nutanix, je me connecte en OpenLDAP. J'aimerais bien pouvoir me connecter également en OpenLDAP sur IQ.
des ministères, hein. Il y a des ministères qui sont dans cette situation. On a beaucoup d'open LDAP au sein des ministères français et dans d'autres pays. Et donc, on a mis cette intégration. Le but, c'est de ne pas casser vos usages, de ne pas casser vos modèles de sécurité, de ne pas casser vos modèles de gestion des accès à vos différents environnements. Par contre, ce qui était important pour nous, c'est de dire, OK, on a appliqué vos best practices, on supporte maintenant les différentes formes d'authentification que vous pouvez imaginer, euh, mais nous, on estime que ce n'est pas suffisant chez IQ. Et donc, on a voulu quand même insister sur quelque chose, et je vais le rappeler dans ce meeting parce qu'on a des clients qui sont présents, c'est le multifacteur authentification. Je vous rappelle que sur IQ, vous pouvez mettre en place du multifacteur authentification, soit avec votre téléphone, hein, un authenticateur basé sur du Timebase, ou bien avec une clé YubiKey et faire du FIDO. C'est quelque chose qui est très important parce que votre identité, c'est votre forteresse. On a des webinaires sur ce sujet, hein, comment protéger votre identité. Mais votre identité, c'est votre forteresse. Si demain, quelqu'un arrive à vous voler vos identifiants, il a accès à votre plateforme de backup. Par contre, le MFA, il n'est pas censé pouvoir vous le voler. C'est quelque chose que vous possédez de physique. Et ça, il n'est pas censé pouvoir vous le voler. Donc, le MFA, on vous recommande vraiment de le mettre en place. C'est compatible avec l'ensemble des solutions que vous voyez actuellement sur mon écran. Et on va vous rappeler aussi que sur IQ, vous avez du airbag. Vous pouvez donner des niveaux de permission à vos collaborateurs. Si vous faites de l'astreinte, une permission viewer, c'est suffisant. Vous avez des API de monitoring, une permission viewer, c'est suffisant. L'admin SQL, il n'a pas besoin d'être admin. Il peut juste être backup ou restore. Réfléchissez à ça. Euh, Moi, ainsi que mon collègue Raja et nos partenaires sont disponibles pour discuter avec vous si vous voulez réfléchir à comment optimiser vos méthodes d'authentification sur IQ. Très simplement. Si on reste dans cet aspect sécurité, je voulais rappeler également d'autres points qu'on ne cesse de renforcer. Euh, IQ, c'est une machine virtuelle qui est ordonnée par défaut. Je tiens à rappeler qu'on a un niveau, ce qu'ils appellent Military Grade, donc c'est le plus haut niveau de certification aux États-Unis. Donc il faut savoir qu'on est les seuls à avoir ce niveau de certification dans le monde du backup et qu'on va vous proposer différents mécanismes de protection avec de l'object lock, avec la capacité de faire du cross recovery, ce que je disais tout à l'heure, d'un environnement A vers un environnement B, du disaster recovery. On va supporter également de la migration vers les clouds. Donc, vous êtes capable de restaurer vers un Google, vers un Azure, vers un NC2. Et on est capable également d'avoir des contrôles sur vos backups. Donc, du contrôle, ce qu'on fait déjà sur tous les backups, c'est qu'on vérifie le checksum à la fin des backups. Et en plus, on va avoir des options de sécurité en plus depuis la 5.2. Donc la 5.2 vient avec un produit qui s'appelle AirShield Malware Scanner. Donc AirShield, c'est l'ensemble des fonctionnalités que je viens de vous proposer, hein. C'est le bouclier de sécurité que nous, on met en place pour vous protéger au plus dans vos sauvegardes, mais Malware Scanner, c'est en plus. Qu'est-ce qu'on vous propose? On vous propose très simplement de pouvoir détecter à la source si vous avez des ransomware ou pas dans vos machines virtuelles. La donnée elle reste sous votre contrôle. Donc, nous, on ne vous demande pas d'envoyer votre donnée dans le cloud pour pouvoir la scanner et on ne va pas juste scanner de la metadata. Votre donnée elle reste on-premise, on est capable de la scanner, quel que soit le stockage que vous avez on-premise. On scanne la data, on ne scanne pas la metadata. C'est un mode incrémental forever. Donc, bien sûr, la première fois, on va scanner du full et ensuite, on scannera que de l'incrémental. Et on est capable très simplement de vous donner des alertes, vous dire attention, nous, on voit que sur ce disque, on a détecté un, voire deux, voire trois, voire quatre fichiers qui sont corrompus par rapport à des définitions de ransomware qu'on aura téléchargées. Et vous allez avoir des alertes. Vous allez avoir des alertes. Premièrement, dans IQ, très simplement, sur le dashboard Virtual Machine, vous allez avoir votre premier dashboard de sécurité avec des boucliers rouges qui vous diront attention, il y a quelque chose qui ne se passe pas bien. Vous allez également pouvoir avoir des alertes via vos outils d'alerting. Donc, typiquement, si vous avez des emails, vous allez recevoir des alertes par email. Si vous avez des webhooks, vous allez recevoir des alertes par webhook. Si vous intégrez avec les API d'IQ, vous allez pouvoir interroger l'API d'IQ pour avoir un dashboard de vos alertes. Mais IQ, on s'est aussi dit non, il faut que nous, on donne cette information de façon simple. Donc, sur le dashboard par défaut d'IQ, maintenant, vous allez savoir si vous avez des machines qui ne sont pas compliantes d'un point de vue AirShield. Et on va vous dire, bah, attention, il y a 51% des machines là où on se rend compte qu'il y a peut-être un problème. Qu'est-ce que ça signifie? Bah, je génère mon rapport. Et quand je génère mon rapport, ça va me dire, bah, là, j'ai des machines où j'ai découvert des fichiers suspicieux. J'ai des machines qui, la nuit dernière, ont eu un taux de changement anormalement élevé. C'est pas normal, hein. J'ai un seuil qui est supérieur à 200% de taux de changement sur cette machine.
Comment ça se fait? C'est vous qui allez définir les seuils sur la partie taux de changement et par rapport à combien d'itérations de ça. Et clairement, on vous donne un tableau de bord. Ce qui est intéressant, je tiens quand même à le rappeler, c'est que ça, c'est une couche en plus par rapport à ce qu'on avait déjà proposé, qui était la validation. Donc, vous avez la validation des backups qui vous permet de vous assurer que vos backups sont qualitatifs, que vos VM ne sont pas corrompus, qu'elles peuvent être restaurées et autres. Mais là, on va de façon plus profonde. On va vous dire, nous, maintenant, on valide le contenu et on valide le taux de changement. Donc, vous avez vraiment tous les arguments pour détecter au plus tôt quelque chose qui ne serait pas propre dans vos environnements. Donc, c'est une question qu'on avait. Et une fois que vous avez des alertes, je vous ferai voir après, vous pouvez avoir différents comportements, dire que c'est un faux positif ou pas un faux positif. Donc, le dashboard de AirShield, vraiment quelque chose à valoriser, qui est inclus par défaut dans nos licences premium et que vous pouvez utiliser simplement. Et je rappelle, aucune dépendance au cloud pour utiliser cette feature. Donc, si vous êtes en dark side, vous pouvez utiliser Archie. Je vous propose de faire une démo. J'ai vu qu'il y a eu des questions. Je répondrai aux questions dans la foulée de la démo. Alors, IQ, toujours la même interface. On a changé notre fond d'écran pour la 5.2, histoire de vous rappeler que IQ, ce n'est pas uniquement des environnements on-premise, c'est également des environnements cloud, des environnements SaaS, comme le disait Xavier en introduction. Donc, pouvoir sauvegarder vos outils collaboratifs, pouvoir sauvegarder vos outils de développement, pouvoir sauvegarder votre CRM et bien d'autres produits. Tout à l'heure, je parlais d'Entra ID. Savoir protéger votre Entra ID, c'est quelque chose qui est très important. Si votre Entra ID il est cassé, c'est la connexion à toutes vos applications qui est cassée. Donc, voilà pourquoi on a mis ça comme micro. Donc, avec nous, on se connecte. Typiquement, moi, je me connecte avec une authentification Microsoft, donc qui s'appuie sur l'Entra ID, et on arrive sur le dashboard. Donc, le dashboard, vous retrouvez des informations que vous connaissez. Vous allez avoir dans les cercles des informations en plus. Donc, on va vous dire quelles machines peuvent être ou pas en mode DR. Donc, est-ce qu'on a validé ou pas la partie DR? Et cette fameuse partie AirShield qu'on a ajoutée pour dire je respecte ou je respecte pas ma compliance AirShield. Donc, ça, c'est vraiment la partie nouvelle sur le dashboard. Et on va continuer d'étoffer le dashboard. On a des actions là-dessus qui sont en cours sur la partie dashboard. Dans la partie source, ce qui a évolué, c'est que, je l'ai dit, la partie Object Server, tout ce qui est S3, a vraiment pris une part entière, une part importante chez nous. Donc maintenant, vous avez un onglet qu'on a décorrélé entre la partie Object Server et File Server pour vraiment pouvoir prendre en compte ce besoin. On avait de plus en plus de clients qui disaient non, mais il nous faut un menu à part pour ça. Et sur la partie hyperviseur, si vous connaissez déjà IQ, vous n'allez pas être étonné. Mais voilà, encore une fois, au travers d'un seul IQ, je suis capable d'avoir différents types d'hyperviseurs. Là, vous le voyez, j'ai de l'Hyper-V, j'ai du vSphere. J'aurais pu ajouter mon Xen, j'aurais pu ajouter mon Azure local. On peut vraiment ajouter ce qu'on veut. Et on n'a pas changé. Le produit ne devient pas plus complexe. On n'est pas en train d'ajouter des rustines pour dire qu'on sait sauvegarder un produit A ou un produit B. On n'est pas en train de vous dire qu'il faut rajouter une deuxième console, il faut rajouter une deuxième interface. Vous gardez le même usage. Si vous savez utiliser IQ, vous avez déjà vu une vidéo d'IQ il y a 5 ans, vous n'êtes pas perdu dans votre usage. Donc, une fois que vous avez ajouté vos sources, c'est assez simple. Sur la partie Object Server, maintenant, vous avez un nouvel onglet qui s'appelle Bucket sur la gauche qui apparaît, dans laquelle vous allez pouvoir retrouver tous vos buckets de vos différents environnements S3 que vous avez ajoutés et sur lesquels vous allez pouvoir appliquer vos politiques de sauvegarde comme vous les connaissez. Sur la partie Virtual Machine, on va retrouver très simplement un dashboard qui a été un peu plus travaillé. Et qu'est-ce que j'entends par là? Je rappelle toujours la partie validation qui permet de dire j'ai fait des tests de restauration et mes machines redémarrent bien ou redémarrent pas bien. Et la partie AirShield qui va vous dire que des scans ont été mis sur les machines virtuelles et que ces scans, vous allez pouvoir avoir directement le statut ici pour dire moi, je veux voir ce qui est bien, ce qui est pas bien. Alors, bien sûr, la bonne chose à faire, c'est de créer des rapports, recevoir les rapports tous les matins, mais il peut arriver que vous vous dites, moi, là, en temps réel, je veux connaître mes statuts AirShield. Donc, vous pouvez, dans AirShield, en utilisant les fils, dire, je veux voir ce qui est en warning et ce qui est en suspicious. Je fais un apply, et là, j'ai tout de suite mes warnings et mes suspicious qui ressortent. Alors, nous, volontairement, on joue avec les compteurs, ne vous inquiétez pas, on n'a pas tout ça de ransomware. On joue avec les compteurs, on joue avec la plateforme pour générer des erreurs, mais ça ressort tout de suite.
Là, ça me dit attention, taux de changement anormal qui a été détecté, et ainsi de suite. Et ce qui va se passer, c'est que tant que vous avez une erreur et que vous n'avez pas géré ou approuvé cette erreur, eh ben, vous allez rester en statut warning. C'est-à-dire qu'une erreur, vous devez à un moment dire, bah, moi, je veux acknowledger mon erreur, je veux dire, bah, mon Airshield status, est-ce que c'est normal ou est-ce que c'est pas normal? Je le repasse en OK parce que j'estime que c'est un faux positif, ou bien je dis non, c'est quelque chose de suspicieux. Et je peux faire ça sur la partie malware détection comme sur la partie taux de changement. Donc, vous validez ou pas les erreurs. Alors, comment est-ce qu'on va travailler avec Airshield? Airshield, c'est assez simple. Euh, c'est une politique. C'est ce que vous connaissez déjà. Vous allez aller sur vos politiques et vous allez avoir dans vos politiques une nouvelle zone que vous allez pouvoir sélectionner qui est Airshield. Et donc, si vous cochez la zone Airshield, vous allez pouvoir sélectionner une Airshield Policy. Alors, on va se dire, oui, mais Christophe, c'est quoi une Airshield Policy? Bah, une Airshield Policy, c'est une politique un peu comme ce que vous faisiez déjà pour les politiques d'archivage. Vous allez pouvoir aller créer une Airshield Policy et vous allez dire, bah voilà, moi j'ai une Airshield Policy, je veux que s'il y a plus de 75% de différence dans le taux de changement entre hier et avant-hier, je veux recevoir une alerte. Donc là, c'est si je dis détection période sur deux. Ou bien, parce que je sais que je peux avoir des changements exceptionnels durant une nuit, je peux dire non, je veux avoir une alerte basée sur une moyenne à 5 jours. Si mon taux de cette nuit a 75% de différence avec ma moyenne sur 5 jours, là, je vais pouvoir recevoir une alerte. Ou bien, je vais pouvoir dire sur mon nombre de backups ou bien sur une durée. Excusez-moi. Donc, ça peut soit être sur 5 backups, soit sur 5 jours, soit sur 5 heures, soit sur 5 mois. Donc, vous définissez comment AirShield va effectuer cette détection par rapport au taux de changement. Et par rapport au scanner, le scanner, soit il va scanner toutes les VM auxquelles vous avez mis une politique AirShield, ou bien on a la capacité de faire du scanner spécifiquement pour certaines VM, en assignant spécifiquement scanner sur certaines VM. Donc vous avez vraiment un contrôle de où et comment vous allez pouvoir avoir cette analyse. L'idée, je le répète, hein, ça va être de pouvoir dire dans vos rapports, alors en cas d'audit, pour vous, pour votre exploitation et ainsi de suite, pouvoir ressortir ces informations. Alors quelque chose qu'on a sorti, j'en ai pas parlé sur les slides, mais je vais en parler maintenant, c'est également un nouveau rapport qui s'appelle Backup Validation. C'est une demande qu'on avait, on disait voilà, nous on a mis en place des tests de sauvegarde, voilà, mais comment est-ce qu'on a des backup validations? Aujourd'hui, il y avait les webhooks, il y avait les emails, il y avait les API, on savait où fournir des choses. Mais il y avait quand même beaucoup de gens qui voulaient quelque chose de préconfiguré par iCloud. Donc, on vous a créé un modèle préconfiguré, backup validation. Et donc, ce modèle, c'est vous qui allez le créer, qui allez mettre vos champs, qui allez faire tout ce que vous voulez, et vous allez pouvoir valider simplement votre rapport et le recevoir. Donc, c'est assez simple à mettre en place. Euh, vous mettez votre période, vous mettez tout ce que vous voulez et vous avez votre backup validation. Donc moi, on voit que je ne fais pas beaucoup de tests de validation, mais j'ai quand même été capable de ressortir certains tests. Donc ça, c'est le rapport sur la backup validation, mais on va également avoir des rapports par rapport à AirShield qu'on va pouvoir exploiter et se dire, bah moi, c'est quoi mon statut AirShield? Donc, soit on a les rapports préconfigurés, soit on va pouvoir customiser ces rapports et se dire, bah voilà, j'ai ma VM, je sais par rapport à quel backup, j'ai quel statut, est-ce que j'ai de la détection, et on va pouvoir voir s'il y a eu des overwrites, on va pouvoir vraiment créer des choses. Et ça, encore une fois, c'est magnifique. Vous avez une attaque ransomware, vous voulez voir c'était quoi les dernières alertes par rapport à IQ, qu'est-ce qui s'est passé. Vous allez pouvoir utiliser cette information pour remonter un petit peu à la base. Donc, les rapports Archive, également une nouveauté qui aide pas mal d'utilisateurs dans ce genre de situation. Donc, si je dois résumer cette nouvelle monture de IQ 5.2, clairement, on a étendu notre scope en termes de couverture. Donc, sur la partie hyperviseur, sur la partie S3, sur la partie également application avec l'intégration de PostgreSQL en tant qu'application sauvegardée et supportée nativement par IQ. Vous allez pouvoir faire de la restauration au niveau de la base de données maintenant, hein. Donc, je peux prendre soit toute mon instance ou du point in time, ou voilà. Donc, c'est vraiment sur nouvelle intégration, nouveau modèle de rapport sur la partie validation, sur la partie AirShield, beaucoup plus de sécurité avec tout ce qui est la partie AirShield, la partie scanner, la partie analyse détection,
On a renforcé la partie identité et pas mal de choses. Simplification de la partie mise à jour et bien d'autres process. Donc 5.2, c'est vraiment une mise à jour importante que nous, on vous conseille de faire. Il y a encore pas mal d'autres améliorations que vous pourrez trouver dans les release notes qui sont importantes. On vous a juste listé ce que nous, on estimait être le top 10, mais il y a des améliorations de perf et ainsi de suite. Donc voilà, je vous remercie et je vais passer aux questions et je vais essayer d'y répondre euh, très simplement. Alors, j'ai reçu pas mal de questions. Alors, quid de Proxmox ou HPE VME? Alors, Proxmox, HPE VME, on est toujours en étude alors, on est toujours à l'écoute, excusez-moi, sur de potentiels hyperviseurs autour de KVM, pareil hein, sur la partie web, ça. Ils s'appuient tous sur des fonctionnalités KVM. Aujourd'hui, nous, ce qui nous intéresse chez IQ, c'est d'avoir des projets alignés avec ces demandes. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup de demandes, beaucoup de curiosité, mais on n'a pas les projets qui vont avec. Si demain on a les projets qui vont avec et qu'on est capable de l'expliquer à notre engineering, voilà, on a des projets Proxmox où le client ne va pas aller sur la solution native de Proxmox où le client recherche, on peut l'expliquer. Et on est tout oui pour remonter les demandes à l'engineering. On en a déjà remonté pas mal, hein. Et clairement, c'est les projets les plus matures qui gagnent. Faut-il être en premium pour backup restore un Hyper-V vers un autre hyperviseur? Non. Aujourd'hui, je backup restore mon Hyper-V vers mon VMware ou vers mon Nutanix. Voilà. Et c'est du backup de VM sans aucun problème. Est-ce que Proxmox sera une piste de restauration pour la reconstitution d'un environnement fail? Donc ça reprend la question que j'ai eue tout à l'heure. Ça dépendra des demandes dans le futur. Pour les mises à jour, toujours les chemins d'upgrade? Oui, pour les mises à jour, toujours les chemins d'upgrade. Alors, ce qu'on appelle les chemins d'upgrade chez IQ, c'est le fait de dire je dois faire de la 5.0 à la 5.1, à la 5.2, à la 5.3. Je vais expliquer, c'est très simple. Ceux qui nous connaissent savent qu'on est agressif, savent qu'on sort des mises à jour, que les mises à jour se passent très bien chez IQ. Et par contre, pour être aussi réactif, on ne peut pas se permettre de tester toutes les mises à jour avec les sauts, de la 2 à la 5.2, de la 2.1 à la 5.2, de la 2.3 à la 5.2. Donc, notre support et notre engineering, ils sont très, très clairs. Une mise à jour d'IQ, c'est 5 à 10 minutes. Même si vous avez 10 mises à jour, ça va vous prendre moins d'une heure. Respectez le chemin d'upgrade, ça sera plus simple. Et surtout, s'il y a un problème, on sait où ça a planté et on sait où faire le retour. Donc oui, on respecte le chemin de Brett. Est-ce que NKP est prévu prochainement? Alors NKP en lui-même, non, Cédric. Par contre, Kubernetes est toujours un sujet qui est en étude chez IQ. Sur NKP, on a l'intégration avec les volume group pour dire qu'on sait backuper les volume group si on a des PVC. Mais il n'y a pas encore une sortie NKP. Il y a des discussions entre Nutanix et IQ sur le topic. Quid de Pure Storage Nutanix? Est-ce qu'il y a du dev en cours chez IQ? Alors, un peu de teasing. Donc, tout à l'heure, c'était ce que je disais, hein, la partie Dell avec leur Pure Storage Flex qui a été validée avec leur partie storage, je me trompe dans les noms. On est également en train d'étudier cette validation en termes de stockage. Donc, je pense que dès que ça sera en production, ça fera partie des designs qui seront validés. On est plutôt pas mal là-dessus. Donc, c'est vraiment de la validation et des tests, hein. En clair, il y a une carte qui est dessinée par Nutanix. Si tout est respecté, ouais, je dirais que ça glisse presque à 100%. Il n'y a pas à se poser de questions. Et si jamais il y a des variations, c'est les variations qu'il faut tester. Donc, c'est ça qui a été validé avec Dell. Apparemment, ça avance bien avec Nutanix, aussi bien d'un point de vue avec IQ qu'avec Dell sur cette partie-là. Est-ce que tu aurais des sources comme quoi IQ est la seule solution military grade? Je pourrais ressortir ça, c'est plus mes collègues américains qui ont ça, parce que c'est vraiment, quand on parle de military grade, on parle de military grade américain. Mais voilà. Euh, mais on va vous faire voir quelque chose d'ailleurs qui est intéressant par rapport à ça. IQ, on a maintenant le Trust Center. Donc merci Xavier qui me fait un signe de la main qui me dit oui, il y a le Trust Center. Le Trust Center, ça vous permet à vous clients, à vous partenaires, de valider tout ce qu'on vous dit. En clair, on vous dit qu'on a des certifications, on vous dit qu'on fait des pen tests, on vous dit, donc d'ISASIC, c'est ça le military grade, Emmanuel. Donc on vous dit qu'on a pas mal de choses, mais on vous le dit. Eh ben, le Trust Center, c'est quelque chose de public.
qu'on met à votre disposition, sur lequel vous pouvez faire vos recherches, sur lequel vous pouvez faire vos demandes. Vous pouvez voir qu'est-ce qu'on entend par GDPR, qu'est-ce qu'on entend par SOC 2, par ISO 27001 et ainsi de suite. Et si vous voulez des documents en particulier, vous pouvez faire des requests et il y a les équipes sécurité de IQ qui vous partageront les documents pour lesquels vous avez fait les demandes. Donc, n'hésitez pas à passer par le Trust Center s'il vous faut n'importe quoi en termes de sécurité, de documents ou de validation. Alors, demande Anonymous. Est-ce qu'il est possible de faire un backup Hyper-V depuis une VM IQ Nutanix? Comment sont analysés? Donc oui, il est possible de faire un backup Hyper-V depuis une VM IQ Nutanix. Ça reste du change bug tracking et on passe par la couche Hyper-V de communication. Donc je crois que c'est par la couche SMB pour communiquer avec Hyper-V. Est-ce qu'il y a un interfaçage IQ avec des outils antivirus ou autres? Donc non, pas un interfaçage proprement dit. Par contre, on a notre intégration aujourd'hui pour la détection de ransomware. Donc la détection de ransomware, attention, ce n'est pas du virus. Un ransomware, c'est un fichier qui a été chiffré, c'est un fichier qui a une signature particulière, mais ce n'est pas forcément un virus. C'est ça la détection de ransomware. Voilà. Sur quelle signature antivirale? Donc, sur les signatures ransomware, on s'appuie sur la solution Yara pour répondre à votre question. On le dit officiellement dans nos documents. Donc, on s'appuie sur du Yara pour être capable. On a un process de mise à jour des signatures et tout ce qui va avec. Aujourd'hui, c'est la solution qui travaille le plus sur les signatures de ransomware. Est-ce que AirShield fonctionne sur les shares? Très bonne question, Gaël. AirShield fonctionnera normalement d'ici la fin d'année pour les shares. Actuellement, ce n'est que pour les machines virtuelles. La partie share est en cours de développement. Sais-tu quand IQ sera compatible avec les partitions REFS pour la restauration de fichiers et non du disque entier? Grosse question qui revient sur lequel on travaille. Je n'ai pas de date dessus. Je dois en discuter dans un prochain meeting et plaisir, Edouard, pour en reparler avec toi. Maxime. Pareil, Maxime et Edouard. Est-ce que la version 5.2 propose une solution de sauvegarde et de restauration de fichiers pour un serveur de fichiers Windows? Pareil, même question, c'est pareil, c'est REFS, hein, Maurice qui pose la même question que Maxime et Edouard. Et Benjamin, backup des buckets S3 vers S3 ou stockage local? Vers ce que tu veux. Donc ton bucket S3, tu peux le backuper vers du SMB, du NFS, de la data domain, du S3 local, du S3 distant. C'est toi qui choisis. Le S3 ne se backup pas vers de l'ISCSI. C'est la seule limitation. De la même façon que MS SQL dans les appels IQ. Alors, question de Anonymous, est-ce qu'on prévoit le support de MySQL de la même façon qu'on le fait pour MS SQL et Postgre? Ça fait partie des BDD qui sont en cours de dev. Donc, il y en a d'autres. Je ne sais pas lesquels arriveront les premiers, mais on a clairement décidé là d'accélérer, de vous proposer de plus en plus de BDD. Fabrice, pour AirShield, où se retrouve la partie compute? Déportée sur une autre machine ou intégrée? Donc, c'est déporté sur une autre machine. Donc, c'est une instance qui porte la charge du compute pour la partie AirShield. Très bonne question, Fabrice. Donc, c'est une instance supplémentaire qui va porter, qui va analyser. L'idée, c'était de se dire qu'il ne fallait pas que AirShield pénalise les sauvegardes. Donc, on ne voulait pas pénaliser les perfs du contrôleur de backup. Et pour cela, on a décidé de le déporter. Pour le backup physique, toujours target SMB, oui. Quid des sauvegardes de Prisme Central? Je vous invite à poser la question à Nutanix qui ne veut pas qu'on sauvegarde de Prisme Central. Nutanix a des designs à vous proposer pour faire du Prisme Central DR et tout ça. Mais Prisme Central est quelque chose qui ne se sauvegarde plus depuis maintenant quelques années. Voilà. Vous avez posé plein de questions, c'est très intéressant. J'espère avoir été intéressant, avoir piqué votre curiosité. Si vous êtes déjà client IQ, n'hésitez pas à faire les mises à jour et comme l'a souligné Emmanuel, à respecter le schéma de mise à jour. Si vous êtes intéressé pour la partie AirShield, ravi de discuter avec vous, soit à travers de nos partenaires, soit avec vous, ou soit via nos Customer Success. Et si vous n'êtes pas client IQ, mais que vous êtes intéressé pour tester IQ, soit sur des environnements on-premise, sur des environnements NC2, sur des environnements cloud. Pareil, avec plaisir pour vous accompagner sur cette partie. Ah, Parfait, bien complet, je dirais. parfait. Merci. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation. On vous souhaite une très bonne journée. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous dès que vous avez des questions complémentaires. Puis sinon, on se donne rendez-vous pour ceux qui seront présents la semaine prochaine
au .NEXT Nutanix à Paris, où IQ sera présent, et pour les partenaires, la veille, au NPTS, où Christophe sera présent pour vous accompagner lors de cette journée. Bonne journée à tous et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.